Je vais juste introduire un peu Mehdi, l'initiative que je gère ici avec Si Mahmoud Riki de MSB. Et après, je vais juste encadrer un peu notre événement qu'on fait avec le PNB NAPO et le Young Atlanticist Program qui sont ici des États-Unis. En fait, ils sont venus à travers l'initiative PNB NAPO pour faire une série de vidéos de témoignages d'entrepreneurs. On s'est dit en même temps qu'on a regroupé ce groupe d'entrepreneurs génial, pourquoi pas faire un événement, un panel, pour que les étudiants et les autres membres de l'écosystème entrepreneurial puissent un peu échanger avec eux sur le processus de la création d'entreprises en Tunisie. Mehdi, c'est une nouvelle initiative, c'est une association à but non lucratif pour promouvoir l'entrepreneuriat en Tunisie. Et on va commencer en Tunisie avec la perspective d'une expansion progressive dans les autres pays de Maghreb. Notre vision, c'est de créer un écosystème entrepreneurial cohérent dans les pays maghrébins qui conduit à la création d'emplois. Parce qu'on sait très bien que l'entrepreneuriat ne conduit pas tout de suite à l'emploi si on n'a pas l'écosystème, l'environnement qui va emmener ça. Alors, notre mission, c'est de rationaliser l'écosystème de l'entrepreneuriat à travers la coordination, le partage des infos, la promotion des synergies entre tous les acteurs variés de l'écosystème. Et on va aussi développer des réseaux qui favorisent la création des projets innovants à travers le marché du Maghreb et promouvoir l'esprit entrepreneurial partout dans la région. Alors, notre démarche est très simple, c'est de commencer avec la recherche pour identifier les obstacles et les opportunités dans l'écosystème entrepreneurial en Tunisie et après dans la région. Cette recherche va emmener des résultats, on espère, pratiques pour les acteurs qui sont opérationnels dans l'écosystème. On va convoquer des réunions, des petites tables rondes un peu comme ça pour regrouper tous les acteurs variés, les banquiers, les investisseurs, les étudiants, les entrepreneurs même, pour discuter les résultats. Éventuellement, on aimerait bien sortir des recommandations pour vraiment comment est-ce qu'on peut améliorer l'environnement des affaires en Tunisie, comment est-ce qu'on peut faire des propositions pour le cadre réglementaire ou juridique pour vraiment faciliter un peu le processus. Alors, je vais très vite. Alors, ça, c'est... voilà. Je voulais juste vous montrer cette liste. En fait, c'est une liste des composantes clés d'un écosystème entrepreneurial sain. Ça vient d'un article de Harvard Business Review. Et vous voyez qu'une des composantes, c'est d'encourager et célébrer les réussites. Alors, on a commencé cet événement, quand on a commencé à planifier cet événement, c'était les success stories. J'essaie d'inviter des entrepreneurs qui ont réussi dans la création, mais plus intéressant pour nous, c'est aussi d'inviter les gens qui ont réussi, mais en même temps qui ont beaucoup d'obstacles, comment est-ce qu'ils ont géré ces obstacles, comment est-ce qu'ils ont sorti de ces défis pour commencer leurs entreprises. Et vous voyez que tous ces aspects de l'écosystème, nous, comme Mehdi, on veut essayer à contribuer. Impliquer le secteur privé, modifier les normes culturelles, éliminer les obstacles réglementaires, adopter une législation favorable, mettre l'accent sur les pôles et les incubateurs, soumettre des programmes de financement aux rigueurs du marché et approcher l'écosystème de l'entrepreneuriat dans son ensemble. Je pense que ça, c'est le point le plus important, c'est qu'on ne peut pas avoir un écosystème qui marche bien si on approche seulement chaque acteur différemment. Il faut regrouper tous les acteurs pour vraiment discuter et évoquer les défis et comment est-ce qu'on peut améliorer ensemble. Alors voilà, ça c'est un peu l'idée de l'adhésion de Mehdi. On veut, comme je viens de vous dire, regrouper les acteurs variés, des ONG, des sociétés multinationales, les petits startups, les PME, les chambres de commerce, vraiment pour lancer cette discussion. Et Mehdi, comme membre de Mehdi, pour vous, ça devient une ressource pour tous les acteurs. C'est aussi un facilitateur de networking, de rencontrer des gens, de mettre ensemble les investisseurs, les entrepreneurs, les chercheurs, les universitaires, les étudiants. Et aussi un conseiller. Éventuellement, on aimerait bien vraiment prendre toute cette expérience et informer une plateforme très puissante pour faire le plaidoyer éventuel pour améliorer l'écosystème entrepreneurial. Donc, si ça vous intéresse, je suis là pour répondre à toutes vos questions.
Je vais passer la parole à Jonathan, qui est avec PNB NAPEO, pour introduire un peu pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'on est en train de faire avec les vidéos qu'on est en train d'enregistrer. Merci. Bonsoir, je vais parler en anglais. Good evening, my name is Jonathan Silverthorne. I'm the Assistant Director of the Young Atlanticist Program at the Atlantic Council. The Atlantic Council is a nonpartisan, nonprofit think tank in Washington, D.C. We're one of the partners of PNB NAPEO, or North Africa Partnership for Economic Opportunity. NAPEO is a public-private partnership that was launched after President Obama's 2009 speech in Cairo. And it has a few different goals. One is to create commercial ties between the United States and the Maghreb. The second is to provide resources to entrepreneurs, concrete resources to entrepreneurs in Tunisia, Morocco, Algeria, Libya, and Mauritania. And the third is to help foster a culture of entrepreneurship in the region. The Atlantic Council's role in the partnership is launching the website for PNB NAPEO. So I hope you all have a chance to check out the website. It's up in beta version right now. It's pnb-napeo.org. And we'd love to hear your feedback on how we can make it better. As part of the website, we're filming a series of interviews with entrepreneurs, with investors, with business experts in Tunisia, in Morocco, in Algeria, and the rest of the region. And the video series has a few different goals. And I think the first one is simply to show success stories on entrepreneurship in the region, as was mentioned earlier. And the second one is to provide insight for young entrepreneurs or students who are interested in becoming entrepreneurs into the challenges and the opportunities involved in launching a business. We're really happy to be here today to be filming this panel. I think it's going to be a great resource for the website for entrepreneurs in the region. I'd really like to thank our panelists for speaking today, to thank MSB and NETI for hosting us and organizing the event, all of you for coming. There are a lot of great resources out there on entrepreneurship, on the web, in a variety of places. But I think there are a few that are as interesting or as useful as hearing entrepreneurs, successful entrepreneurs, talk about their experiences directly. So without further ado, I'm going to pass it over to the panel. But thank you very much. Oh, and one last note, logistically, this is being filmed. The microphone is not connected to the speakers here, but it is connected to the camera. So we're going to ask the panel, and if we have any student questions, we're going to ask everyone to use the microphone to get clear audio. But thank you very much. Thank you. No. Hello. American microphone. Ok. Avant tout, je vais parler en français. J'espère qu'un jour, en Tunisie, on va parler anglais, français, arabe, comme aujourd'hui on parle français, arabe, parce qu'on a cette culture française qui est quand même... On était une colonie française, donc automatiquement, notre partenariat économique a été toujours avec la France. Et c'est pour ça que s'il y a une crise, comme la France elle est en crise aussi, nous en Tunisie aussi on est en crise. J'aimerais bien avant tout dire merci à MSP, à Alia, qui m'a invité pour un petit peu essayer de parler de l'entrepreneuriat en général et aussi animer ce panel très très intéressant de jeunes entrepreneurs. MSP, comme tout à l'heure on a parlé aussi de Esprit, c'est avant le 14 janvier, qui ne le sait pas, c'est que MSB et Esprit, parmi les rares qui ont, les gestionnaires de ces deux écoles, ont compris qu'il faut être unique, il faut utiliser les étudiants comme des gens intelligents, pas comme des machines, pour créer l'entrepreneur de demain. Ils ont changé la vision du jeune étudiant comme elle est aujourd'hui dans beaucoup d'universités en Tunisie. Ils sont là pour le diplôme. Alors lorsque vous êtes à MSB et vous êtes à Esprit, et il y en a d'autres probablement, vous n'êtes pas là pour le diplôme, mais vous êtes là pour votre avenir. Vous êtes là pour savoir gérer votre avenir et devenir quelqu'un probablement d'important, mais quelqu'un qui réussit. Je vais me présenter, depuis tout à l'heure je parle, probablement vous dites c'est bien, mais t'es qui toi? Alors, Abdelaziz Darrouth, je suis chef d'entreprise dans le secteur du textile. Je n'ai pas changé, je me suis dit, même si le secteur depuis 1998 j'ai créé mon entreprise, je suis né dans ce secteur-là et j'ai jamais changé parce que je dis dans n'importe quel secteur, une fois que tu trouves là où on peut innover, où on peut apporter en plus, on réussit. Donc depuis 1998, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Ambiance Déco.
C'est une plateforme dans le linge, tout ce qui est textile de maison, linge de lit, linge de table. Et j'ai créé ma propre marque. Je me suis dit, je ne vais pas travailler pour... je ne vais pas être exploité par nos amis européens pour travailler le jean et le drap et leur réenvoyer leur tissu confectionné. Je vais créer ma marque et je vais commencer par vendre ma marque en Tunisie. Après, je me suis installé en Libye, en Algérie et au Maroc. Amb, c'est une marque qui existe aujourd'hui dans la plupart des pays maghrébins. Et j'espère qu'un jour, je vais vendre ma marque aussi en Europe. C'est pas simple, mais je pense que ça va se faire. En 2002, j'ai été élu, je suis le premier élu président du centre des jeunes dirigeants à l'UTICA. L'UTICA, vous connaissez l'UTICA? L'Union tunisienne de l'industrie, de commerce et de l'artisanat. Après, je suis devenu président du centre des entrepreneurs à l'ISCE, l'Institut arabe des chefs d'entreprise, aussi membre du bureau directeur de l'Institut arabe des chefs d'entreprise. Et depuis quelques années, je savais depuis la fin des années 90 qu'il y avait un gros problème en Tunisie qui était, on a fait de l'université une machine à avoir des diplômes et depuis on avait 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 de nos jeunes qui sortaient chaque année pour trouver du boulot. Et en faisant un calcul simple, je me suis dit c'est pas possible. Si on va arriver un jour à avoir du 100 000 jeunes qui sortent diplômés, ben il nous faut un taux de croissance qui dépasse les 8-9%. Et avec le modèle où on était, c'était pas possible. Un modèle qui faisait que quelques-uns pouvaient réussir et les autres malheureusement pas. Alors, et c'est pour ça que, à travers le centre des jeunes dirigeants ou le centre des entrepreneurs, j'ai commencé à prendre un petit peu, à aller dans les régions et rencontrer les gens. Et je me suis aperçu de la réalité de l'université qui était un système policé dans les régions où on ne pouvait pas devenir entrepreneur. C'était pas possible. À Gendoub, à Sfax, à Gafs, on ne pouvait pas être entrepreneur parce que tout simplement, dans cette université, on était là pour sortir avec un diplôme et avoir une chance sur 20, une chance sur 100 de travailler dans le public ou de travailler dans une banque. Et depuis, je vais vous donner un chiffre un petit peu difficile à comprendre. Aujourd'hui, 2012, la Tunisie, elle a seulement 100 000 entreprises avec seulement 5 000 entreprises de plus de 100 personnes. Seulement 5 000 entreprises qui ont plus de 100 personnes. C'est fou quand même. Un pays qui se dit un pays où l'économie va bien depuis 20 ans, on dit que l'économie tunisienne a réussi. C'est pas vrai qu'elle n'a pas réussi. Il y a seulement 5 000 entreprises. Si on prend l'État aujourd'hui, on sait que l'État tunisien, comme les États dans le monde entier, ont des difficultés financières. Ça veut dire que l'État ne peut pas permettre d'embaucher ces 80 000 ou 100 000 jeunes. 5 000 entreprises qui ont plus de 100 personnes, très peu d'entreprises, disons, internationales, et bien ces entreprises-là aussi ne peuvent pas embaucher au-delà de leur capacité. Qu'est-ce qui reste? Ben, il nous reste seulement, en Tunisie, une opportunité, c'est la PME tunisienne. Et la PME, malheureusement, elle a été utilisée politiquement, et on a vu naître un petit peu, au-delà de BTS, BF, PME, banque, il y a eu l'API et autres pépinières et centres d'affaires pour dire sortez de l'université tout de suite, créez votre entreprise. Non, ne réfléchissez pas tout de suite, sortez. Et il y a même ceux qui vous disent moi je vous donne l'idée, hein, et je vous donne l'argent et faites l'entreprise. Et bien aujourd'hui on est là pour parler de ça, pour voir la réalité de la situation. Vous jeunes, vous êtes encore à l'université, vous êtes en train de réfléchir, qu'est-ce que vous allez faire dans votre avenir? Eh bien, on aura aujourd'hui 4 personnes qui vont nous parler de la réalité de l'entreprise, de la réalité de ce qui s'est passé dans le process de la création de leur entreprise. Donc, on va parler avec 4 personnes sur 3 niveaux de discussion. Le premier, c'est un petit peu, on va voir l'idée, d'où est venue l'idée de leur entreprise, l'idée qui a fait naître leur entreprise. Deuxièmement, on va parler du business plan, comment ça s'est passé pour que leur entreprise passe d'une idée à une réalité.
à un dossier qui est présenté à la banque, à des partenaires, etc. Et troisièmement, on va voir tous les jours comment ça se passe dans leur entreprise. Tous les jours, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent et comment ils font pour survivre et comment ils font pour agrandir leur entreprise. On a 4 personnes, malheureusement une seule femme, mais bon, la femme toujours s'en sort avec les hommes. On a 3 normalement, vous avez le droit à 4, mais vous n'avez seulement que 3. Je veux pour 4. Hein? Je veux pour 4. Tu veux pour 4, excellent, excellent. Et il y a une autre information que je vais vous donner, c'est que ceux qui réussissent aujourd'hui dans l'université, c'est 80% des 10 premiers dans les universités tunisiennes, c'est des femmes. 80%, ça veut dire sur 10, il y a 8 filles et 2 garçons. C'est fou. Et après, on retrouve plus d'entrepreneurs hommes que de femmes. Il y a un problème, quelque part. Ils disent qu'elles se marient, mais moi, c'est pas ça le problème. Alors, je vais commencer par Salima Abou, typique. Salima, moi, je vous connais depuis quand même assez longtemps. Une femme entrepreneur extraordinaire qui a créé son entreprise typique dans la création et innovation autour de tout ce qui est agroalimentaire, le marketing, stratégie de développement. Vous allez tout à l'heure, pendant une minute, nous dire un petit peu qui vous êtes. Alors, Walid Sultan Mideni. Alors, Walid Sultan Mideni, digital mania. Très rapidement, 28 ans, jeune entrepreneur diplômé d'esprit. Tout à l'heure, je vais vous parler d'esprit en 2008. Alors, major de sa promotion, assez extraordinaire. Vous étiez, en 2005, vous avez gagné la Coupe de Tunisie. Organisé. Organisé. Ah, parce que c'est écrit gagné. Bon, si on organise déjà, on a gagné. Après, vous allez un petit peu nous parler de qui vous êtes pendant une minute. Hassine Labaïd. Hassine, je vais tout de suite vous dire bravo parce qu'il vivait à Dubaï. Il était dans une entreprise financière. Et il a décidé, après le 14 janvier, de rentrer. Il va nous expliquer pourquoi il est rentré. Et finalement, notre ami Ramzi Lfqih, via mobile, il a créé son entreprise depuis 2009. Et maintenant, vous êtes sur le projet de 1 dinar, c'est ça ou... M dinar, c'est ça, M dinar. Vous allez nous expliquer tout ça. Alors, on commence par Selim. Selim, en une minute, qui vous êtes? Tu me donnes le micro? On lui passe. Ah ouais, c'est sûr. C'est assez lourd. Salima Abou, ça marche pas? Non, ça entend. C'est là. pas intégré. Ouais. Ok. C'est bon. Non, mais il est fait plutôt pour être enregistré. Je suis ingénieure en biochimie alimentaire. Après mon baccalauréat, je suis partie en France, j'ai fait mes études là-bas. De retour à Tunis, j'ai travaillé dans divers domaines, en fait, dans mon métier, qui sont l'industrie pharmaceutique, du point de vue commercial, en fait, pour enrichir mon expérience commerciale. Ensuite, j'ai travaillé dans l'industrie de la volaille chez Mliha, où j'ai fait en fait le développement d'un projet. Et dans mon idée, moi je suis née dedans comme Obélix. Je suis née dans une famille entrepreneuriale. Et donc en fait mon idée c'était du côté technique, toucher au côté commercial et au côté marketing, en fait pour voir tous les volets de l'entreprise. Voilà, jusqu'à monter mon entreprise à quelque temps. Tout à l'heure, on va parler de votre entreprise. Vous passez, s'il vous plaît, le micro. Alors, Hassine Labaïd. Alors, je m'appelle Hassine Labaïd, citoyen tunisien. Je viens de rentrer comme en Tunisie. C'était un choix, c'était pas une question de quelle mouche m'a piqué, mais en fait, c'est un choix bien réfléchi. Je suis maîtrisard de l'HEC Carthage. J'ai commencé ma carrière bancaire à Citibank ici à Tunis. Après, au bout de 4 ans, je me suis dit, bon, je suis un pur produit local, je vais demeurer un peu produit local, mais après le destin, un petit peu a changé la donne. Je suis parti à Dubaï, ça fait 8 ans, à Mashar Bank et après retourné à Citibank. Dernier job, j'étais directeur exécutif. Le dernier poste, j'étais un directeur exécutif à Citibank à Dubaï. Et entre-temps, ça fait 2 ans, j'ai fait mon MBA à London Business School qui m'a un petit peu, encore une fois, changé les plans.
et m'a un petit peu poussé dans le domaine entrepreneurial. Et puis donc ça fait 1 an et demi que j'ai préparé le projet. Et quand le projet a commencé à prendre forme, j'ai décidé de tout laisser tomber et de rentrer en Tunisie. Ça fait 2 mois déjà. Super. Merci Yassine. Alors, Walid Sultan Mideni. Merci. Donc Walid Sultan Mideni, 28 ans. Depuis le début que je suis jeune, j'étais toujours un peu rebelle et anti-système, ce qui explique que mon histoire commence par un échec. Donc après mon bac, je passe à l'INSAT, je fais chimie-biologie entre autres. J'étais très bon en bio, mais il y avait les maths, les physiques et tout, donc du coup j'ai raté. Première année, j'ai refait deuxième année, non, ça marchait plus. Donc après je voulais changer. Art et métier, peut-être, restauration, peut-être. Bon, je vais voir c'est à 8h30 du matin, un fameux 10 octobre. À 10h, je suis en classe à suivre mon premier cours à Esprit. Et ce qui a vraiment tout changé, c'est Esprit qui a fait que voilà, l'état d'esprit, je le dis tout le temps, j'adore ce jeu de mots, qui a fait que j'ai pu, les 2 premières années, faire un petit projet en interne à Esprit sur de la voie IP, plein de techniques, toucher à du matériel, on passait des nuits, notre été. À 18 ans, enfin allez, 21 ans, j'ai passé tout un été à l'université. Et pourtant on s'amusait, donc plein d'autres potes me disaient que j'étais fou. Bon, je vais faire vite. Hein. Et donc après, donc à la 3e année avec des potes, on s'est dit allez, on va créer un tournoi de jeux vidéo parce qu'on adorait les jeux vidéo. Donc on s'est dit un tournoi à l'université, allez un peu plus grand, entre universités, allez encore plus grand, national. Donc on a fait la Coupe de Tunisie des jeux vidéo en 2005. On l'a fait 4 ans jusqu'à 2009. On a co-organisé la Coupe du Monde des jeux vidéo à Paris et en Californie en 2008 et en 2009. Mais crise 2009, boum, l'événementiel, plus de sponsoring, surtout ici en Tunisie. Donc Tunisia Games s'envole en l'air. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant on développe du jeu vidéo. Et c'est là où, voilà. Et maintenant je suis là devant vous et je vais vous parler après donc de Digital Mania. Voilà. Super. Alors, Ramzi Elfqi. Ramzi Elfqi, je suis tunisien. J'ai quitté la Tunisie à l'âge de 12 ans. Et je viens d'arriver il y a 6 mois, un peu plus que vous, pour la première fois. Donc ça fait, je ne sais pas quel âge vous me donnez, mais ça fait 30 ans que j'ai quitté la Tunisie. 25 ans. Un peu plus. Non, oui, ça fait entre 25 et 30 ans. Mais non, donc je suis de retour. En fait, c'est grâce à mes parents qu'on est sorti à l'international et j'ai vécu la plupart de ma vie aux États-Unis. Jusqu'à il y a quelques années, j'ai fait le déménagement en France et maintenant depuis 6 mois en Tunisie. Je suis informaticien, donc j'ai fait Electrical Engineering, Computer Engineering à Boston University. Et ensuite, après mon diplôme, j'ai travaillé et tout de suite, j'adore les startups et j'adore créer des nouvelles choses, surtout dans mon domaine. Donc, première startup, c'était horrible. Deuxième startup, ça a super bien réussi. On est rentré en bourse Nasdaq, c'était vraiment le rêve. Pour vous donner un peu d'anecdote, on est monté à 120 $ l'action et boum, ça a chuté jusqu'à 4 $ l'action. Donc j'étais millionnaire pendant quelques jours et après c'est parti. Mais j'adore quand même faire les startups. Donc après la startup, j'étais chez Cisco. Ensuite, c'est une autre grande société qui s'appelle Racal Datacom, qui est une société anglaise mais qui a une représentation aux États-Unis. Et j'ai fait avec eux le premier réseau, un parmi les 3 premiers réseaux GSM aux États-Unis, chez Pac Bell Mobile Services en Californie. Et ensuite, de nouveau, un de mes anciens patrons, c'était toujours un de mes patrons qui m'appelle pour commencer quelque chose et qui m'a appelé pour démarrer encore une autre start-up. Et la même chose de nouveau, on a super bien réussi et boum, après c'était la chute de 2000. Mais quand même, j'ai repris encore une autre start-up et j'étais cofondateur cette fois. Et disons que ça a moyennement bien réussi. Et ensuite, à la fin, avant de quitter les États-Unis, j'étais avec une société qui s'appelle Visto, ou maintenant Good Technology, comme Good, hein, c'est Good Technology, qui est le concurrent de BlackBerry. Donc j'étais vice-président engineering et tout ce qui est R&D, et aussi operations, donc engineering and operations. Donc j'avais toute l'équipe ingénieur et tout ce qui est exploitation. On a commencé à 4 personnes et on est monté à 100
On était même 200 personnes à un certain moment. Et ensuite, c'était l'expansion internationale. Et après, j'ai décidé de me rapprocher de la Tunisie. J'avais le choix entre Paris et Londres. Et j'ai choisi Paris, surtout pas un choix professionnel, mais surtout un choix personnel, pour être plus proche de la famille, la culture. Quand on est en France, on est vraiment à côté de la Tunisie, quoi, dans tous les sens. Et donc j'étais avec eux, je représentais la société américaine à Paris pour toute l'Europe et Moyen-Orient. Et juste en 2009, j'ai quitté Visto, j'ai démarré Creova à Paris avec mon frère et quelques autres associés. C'est pas facile avec les frères, mais c'est bien. Et en fin 2009, on a créé Via Mobile en Tunisie. Et c'est la première filiale de Creova à l'international. Maintenant, on a une autre aussi. Voilà. Je vais continuer avec Ramzi quand même. Ah, ok. Alors, vous voyez un petit peu la différence entre ces 4 personnes, mais ce qui les relie un petit peu, c'est cette réussite. On va aller chercher comment ils réussissent et comment ils continueront, Inch'Allah, à réussir. Ramzi, Via Mobile, exactement, l'idée c'est quoi et comment tu as eu cette idée-là pour créer Via Mobile? Alors, moi j'étais dans le mobile depuis 2001. Le premier Palm Pilot qui est sorti, j'étais parmi les premiers à faire des applications mobiles sur le téléphone, en 2001. Ça fait maintenant plus que 10 ans. Et donc j'adore le mobile, j'adore tout ce qui est technologie mobile, tout ça. Et aussi, bien sûr, j'adore être entrepreneur, j'adore commencer des nouvelles aventures. Et l'idée, c'est venu quand je voulais quitter Visto et je cherchais une idée. En fait, au début, je cherchais un job. J'ai fait un entretien avec une société à Londres qui s'appelle First Data International, qui a le réseau de American Express, etc. Et en faisant l'entretien, ou avant l'entretien, ça c'est un bon conseil pour tous, il faut vraiment faire sa recherche avant l'entretien. Il faut bien lire le website, il faut poser les questions, lire les analyses, etc. Et on m'a dit, ok, l'interview c'est pour être responsable pour l'Europe de First Data Mobile Payment. Mobile Payment, ok, donc j'ai commencé à faire un peu de recherche, et surtout sur la société First Data, et pourquoi ils veulent faire de Mobile Payment. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de problèmes dans le mobile payment, entre autres la technologie. Mais en 2009, la technologie, entre 2005 et 2009, la technologie a énormément évolué. Donc il y avait des choses qui pouvaient être faites, qui étaient des obstacles. Aujourd'hui, elles ne sont plus des obstacles. Et tout de suite, j'ai eu l'idée. Alors, le deuxième point, c'était First Data voulait faire de la proximité, des paiements de proximité avec l'NFC. Donc, on se rapproche dans un magasin et un petit truc, outil, et on met le téléphone dessus et la transaction passe. Et moi, tout de suite, j'ai dit, oui, mais la plupart du temps, nous, quand on a le téléphone, on veut faire des transactions comme un appel téléphonique. C'est-à-dire, on appelle quelque chose ou on veut payer pour quelque chose qui n'est pas devant nous. Comme les jeux vidéo, par exemple. Donc, si moi, je veux acheter un jeu de vidéo, je ne vais pas aller sur place pour acheter le jeu de vidéo et faire le téléphone comme ça. Et c'est comme ça que l'idée est venue, qu'aujourd'hui, on peut faire des transactions électroniques ou de paiement sans être sur place, directement du téléphone. Et après, bien sûr, il fallait travailler le business plan et tout ça. Vous voulez que je continue? Oui, non, on va continuer dans l'idée. Est-ce que c'est grâce à votre expérience que vous avez eu cette idée, ou il y a eu quand même quelqu'un qui vous a un petit peu aidé? Non, alors il y a deux choses. Certainement, il y a la partie... Moi, j'ai toujours des idées. Donc, je pense que l'esprit entrepreneur, de toute façon, il est inné. Hein. C'est quelque chose qu'on a... Bon, on peut l'apprendre, mais il y a des gens qui l'ont. Et je pense, good and bad, je l'ai. C'est pas bien non plus, parfois, parce que j'ai raté des occasions qui étaient superbes. Mais en même temps, j'adore ce que je fais. Et donc, l'entrepreneuriat et l'esprit innovant, c'est un esprit, c'est un état d'esprit. Ensuite, l'expérience, elle nous aide beaucoup. Et être entouré par des gens qui sont compétents, surtout dans les choses où nous, on n'est pas compétents, ça, c'est très important aussi. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, moi, quand je commence une société, la première chose que je cherche, bien sûr, il y a l'idée, etc., mais aussi l'équipe. Avec qui je vais faire ça. Et on est constamment en train de chercher, hein. Ça finit pas, c'est pas au début.
Et donc j'ai eu une chance que mon frère avait fini son MBA à European School of Management et il n'était pas encore sûr, donc lui c'est un bon financier, un bon administratif, tout ce qui est autour d'un CFO quoi. Et moi j'adore la techno et tout ce qui est commercial par rapport à la technologie. Donc l'équipe c'était aussi pour moi quelque chose de fondamental. Ensuite, il y a les autres éléments comme l'argent, où est-ce qu'on va avoir le fonds financement, etc., etc. On va en parler tout à l'heure. Merci, donc c'est une affaire familiale. Hein. C'est pour les... Alors, maintenant, c'est plus familial. Hein. Walid. Il faut chercher l'argent. Tout à fait. Walid, même chose. Alors l'idée, d'où est venue l'idée? Est-ce que c'était depuis ta jeunesse? Est-ce que tu es né dans cette idée-là ou c'est venu après? Comment c'est venu? Alors oui, c'est une passion hein, avant tout, donc le fait déjà d'avoir... j'étais prédestiné à être ingénieur réseau, comme on peut les voir, travaillant chez Cisco, Intel, IBM, à être consultant et à avoir... Bam, clé capoute, donc on était, voilà, c'était la chute, ça a fait très très mal, parce qu'on était à l'année où on allait avoir le tremplin pour être vraiment une entreprise pérenne, et malheureusement non. Et la petite idée de développer du jeu vidéo, elle nous trottait dans la tête depuis déjà très très longtemps. Sauf que technologiquement, c'était très très compliqué. 2003, 2004, 2005, c'est pas très longtemps, hein, mais c'était vraiment compliqué. Maintenant, ça s'est un petit peu plus démocratisé. Il y a eu des formations en Tunisie, surtout l'aspect créatif. Le développement, en termes de développement informatique, il existe depuis très longtemps. On est même très très bon à un niveau international. Mais en termes de création, de 3D, de graphisme, de couleurs, ça manquait. Donc là, d'ailleurs en parlant d'équipe, c'était ça un de mes plus gros challenges. C'était former l'équipe de départ qui allait faire que un développeur qui est carré dans sa perception des choses, qui va communiquer avec un artiste qui lui c'est des pinceaux et des couleurs et de la gouache et donc là il nous a fallu 6 mois pour faire que ces deux mondes-là puissent s'interconnecter et voilà, à la fin, se mixer et donner quelque chose qui sorte. Donc voilà, donc c'est venu, au fait, c'est pas un coup de génie, hein, c'est venu tout doucement. Bon, après, il fallait avoir les tripes pour le faire et voilà, on s'est lancé. Alors, nous, l'autre challenge aussi, c'était que, bon, on n'avait pas de l'argent qu'on avait cumulé de la première expérience, donc on commençait de zéro, même après 5 ans, donc là aussi il fallait retrouver un peu de souffle pour relancer quelque chose, mais c'était génial, hein. On a passé les 6 premiers mois à avoir chacun 5 dinars par jour, c'était 5 dinars, pour manger, pour faire tout ce qu'on voulait faire, c'était 5 dinars. C'est les 6 premiers mois, on a eu deux premiers clients, on leur a fait des advergames et machin, hop, après c'est passé à 7, hop, après c'est passé à 10, et après maintenant chacun a un salaire et ça commence à marcher. Et bon, ça commence, on est une société en voie de succès. On n'a pas encore réussi. On n'a pas encore réussi, ça veut dire qu'on n'est pas encore stable financièrement, mais on fait des choses, on découvre des choses et on dépense beaucoup d'argent dans de la recherche. Ce qui est aussi, c'est un risque, hein, c'est le risque. Mais voilà, c'est un peu l'état d'esprit général à Digital Mania, ça veut dire qu'on essaie des choses. Une des choses qui me fait maintenant le plus, une de mes fiertés, c'est que je vais revenir vers les gars qui sont des artistes. Au début, ils ne voulaient pas du tout communiquer avec les développeurs. Non, du code, je ne le regarde pas. Et il y a 2 semaines, un de nos graphistes a développé son premier jeu de A jusqu'à Z. Donc ce qui explique que voilà, ça évolue, l'équipe évolue, il faut la garder bien sûr. Il y a du turnover, ça aussi c'est un problème aussi qu'il faut savoir gérer. Les compétences qu'on développe, surtout pour de la recherche. Donc voilà, il faut créer un certain équilibre qu'aujourd'hui on a atteint, il est très très fragile, mais on est sur la voie. On est sur la voie. Voilà. Super. Alors,
son entreprise à une personne qui a changé quand même il avait une expérience dans les finances. Après, encore une fois, moi je trouve que c'est une fierté aujourd'hui de revenir en Tunisie. Je suis moi personnellement, je dis bravo encore une fois. C'est comme ça, l'arabe c'est plus fort que moi. Je dis bravo à ceux qui retournent aujourd'hui pour donner quelque chose à ce pays génial. Hassine, expliquez-nous un petit peu l'idée et comment on travaille dans une entreprise. On gagne très bien sa vie, on rentre le soir avec plein de fric, après on dit non, j'arrête tout et je vais me lancer par la fenêtre. Comment ça se passe? Pas par la fenêtre, par la porte peut-être. Non, en fait l'idée, elle a commencé déjà quand j'étais étudiant à l'IHEC. J'étais membre de l'AISEC, l'Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales. J'étais responsable projet, donc j'organisais pas mal de séminaires et tout ça pour justement développer la culture entrepreneuriale. Malheureusement, bon, comme peut-être aujourd'hui, quand on organise un séminaire, il y a peu de gens qui assistent parce que les gens, généralement, on ramène des PDG, on ramène des gens d'un calibre important et par la fenêtre, il y a la cafétéria qui est en face. Tu vois tout le monde sont là-bas en train de jouer la belote et juste 4-5 personnes qui assistent. Mais en fait, je suis peut-être la personne qui a tiré le plus de profit par rapport à ça. J'organisais, j'assistais, donc ça m'a travaillé depuis. Après, bon, après la maîtrise, je me suis dit, bon, c'est trop tôt, il faut quand même avoir une petite expérience, développer un certain savoir-faire, une certaine garantie. Donc j'ai intégré la banque en disant que peut-être d'ici 4-5 ans, ça va, je vais me lancer. Au bout de 4-5 ans, il y a l'opportunité de Dubaï qui se présente. Bon, on va un petit peu retarder pour commencer à avoir plus clair. Je suis parti à Dubaï, bien sûr, pour... le plan, c'était 3-4 ans, comme tout le monde précise. Bon, c'est terminé à 8 ans. Mais en fait, après les 4 ans, je me suis dit, bon, au lieu de rentrer maintenant, je vais faire mon MBA, comme ça je vais apprendre davantage pour me préparer. En fait, l'idée elle-même n'était pas là. Donc, je ne savais pas qu'est-ce que je pouvais faire, mais je me suis dit, bon, en attendant, je me prépare. Comme ça, quand l'opportunité se présente, je suis prêt. Au bout de 2 ans, j'ai fini mon MBA et c'est comme prévu, un truc qui est venu. Je me suis, en fait, j'étais face à un dilemme parce que je suis à Dubaï, je suis banquier. Je voulais à tout prix quitter la finance parce que quand il y a des gens que je fais la présentation, ils me disaient qu'est-ce que tu travailles? Je dis bon, je vole aux riches pour donner aux riches. Pour moi, il n'y avait pas vraiment beaucoup de satisfaction dans... Bon, s'il y a des banquiers, je m'excuse. Mais en fait, je voulais absolument trouver le créneau. Et je me suis dit, au lieu de... Le dilemme, en fait, je suis à Dubaï, je suis banquier. Est-ce que je dois tout arrêter, rentrer à Tunis, et là, chercher qu'est-ce qu'il faut faire? Ou bien, l'idéal, c'est de monter quelque chose, mais en fait, il faut que je sois sur place. On ne peut pas monter un projet à distance. Et donc, la formule, c'était de trouver quelqu'un avec qui développer un projet, où la complémentarité est assurée, où la confiance est là. Et là, lui, il est sur place à Tunis, il développe. Moi, je suis là-bas, donc je travaille part-time pour assurer un minimum de cash flow avec mon salaire, et lui il peut prendre le risque et il est ici, il peut gérer. Donc ça bien, on a trouvé la formule, on est resté comme ça pendant 18 mois. Donc moi en fait je travaillais doublement, donc mon job à Dubaï, et je termine à 6 heures, passe directement dans un Caribou Café avec le laptop et Skype et tout ça, et ça a duré 18 mois pour qu'on arrive à en fait avancer et minimiser le risque de départ. Combien de temps de travail? Ça c'est en fait quand tu es dans ce monde-là, quand tu es imprégné par ce projet-là, je vous assure que jour, nuit, il n'y a plus de notion de temps. La dimension temps n'existe plus. Donc chaque fois, même devant la télé, même avec les amis, tu vois, je pense au projet. En plus, c'est un projet très très original. C'est quoi votre projet? En fait, le projet, on y arrive.
c'est une start-up qui fait de la recherche et développement dans les énergies renouvelables. Donc, en fait, au début, c'était pas ça le secteur. C'était un truc de consulting en environnement, santé, sécurité. Moi, le défi, c'était d'investir dans l'intelligence. Et donc, parce que j'y crois, et je crois qu'en Tunisie, on a vraiment beaucoup la matière grise existe, mais elle est très mal exploitée, parce que quand on prend un ingénieur tout seul, il peut être le meilleur, mais tout seul, il ne peut rien faire. Un gestionnaire ou un financier, disons un gestionnaire, il peut être le meilleur gestionnaire du monde, mais s'il n'y a pas le projet, il ne peut rien faire. L'association peut donner des résultats exceptionnels. C'est en fait la synergie, c'est comme 2 plus 2 est égal à 5. Les 2 plus 2 peut aller parfois jusqu'à 10, et la 2 plus 2 parfois peut donner moins 5 si vraiment la combinaison n'est pas appropriée. Bref, donc pendant 18 mois, on faisait que de la recherche et développement. On a fini par avoir 2 brevets, on a développé 2 brevets, qu'on a eu 2 en Énorpie et puis à Genève pour le plan international. Pendant 18 mois, on a développé un prototype. Et c'était développer un prototype en Tunisie, c'est très très difficile. L'anecdote, c'est que le 14 janvier 2011, j'ai tenu à venir à Tunis pour assister à la fameuse marche de Salah Habib Bourguiba. C'était un moment spécial parce que non seulement l'émotion, mais surtout, on était en fait pour nous, on était comme si dans un monde parallèle. Il y a la révolution en Tunisie, il y a notre projet et cette innovation qui peut, si elle réussit, en fait, donner un boost impressionnant pour le pays. Donc, le 14, on était dans l'émotion. Le 15, on voulait savoir qu'est-ce qui se passait. Le 16, on était à Manoub, à l'atelier, avec tout le monde, tu vas travailler avec 10 barrages militaires et tout ça. Mais pour nous, Black, cette révolution ne va pas nous arrêter, mais elle nous a en fait boosté à fond pour maintenant, comme si, voilà, la balle est dans notre camp. On doit montrer à nous-mêmes et aux autres que oui, on a les moyens, l'intelligence, capacité d'aller plus loin. Vous pouvez être plus spécifique sur le projet? Oui. En fait, c'est une toute nouvelle technologie qui n'a rien à voir avec les turbines à 3 pales. En fait, on les appelle les éoliennes. Pourquoi? Parce que ça réfère à Éole, qui est le dieu romain du vent. Nous, on a appelé le projet Safon Énergie. Safon, Baal Safon, c'était le dieu des vents carthaginois. D'accord? Donc, notre ambition, en fait, c'est qu'on arrive un jour à changer le terme d'une éolienne à une saphonienne. Donc, ça, ça paraît un rêve, mais si on n'a pas de rêve, s'il n'y a pas de rêve, on ne peut pas avancer. Donc, pour nous, les origines, c'est très important. Carthage, à un certain moment, pendant 7 siècles, était en fait dominé la Méditerranée via le vent, avec la flotte commerciale, et surtout c'était le leader de l'énergie, parce que l'énergie c'était tout le monde c'était la Méditerranée, donc, voilà, mais c'était les lampes à l'huile. Et l'huile d'olive, c'était le fuel. Donc celui qui contrôlait l'huile d'olive contrôlait le marché de l'énergie, entre guillemets. Donc il y a pas mal de paramètres qui nous ont... moi j'adore l'histoire et donc on voulait chercher quel est le lien avec l'histoire et tout ça. Donc tout ça nous a poussé à développer davantage et aller plus loin et prendre le risque. Tout le monde a pris le risque, j'ai pris le risque. Mon associé aussi, il était ingénieur à Shell, à Schlumberger, lui aussi il a pris le risque. Donc on a fait cette association et là on commence petit à petit. Donc on passe à l'idée féminine, de Safon à Ève. Si ce n'était Ève qui mangeait la pomme, on n'aurait pas, on serait pas là. Alors comment vous avez eu l'idée? Alors Ève, avec son côté féminin, s'est dit je ne vais pas vers l'éthique, parce que ça va, j'ai baigné dans une école d'ingénieur, l'informatique ça suffisait. Et donc effectivement, je me suis tout à fait éloignée et je cherchais l'humain. Et l'humain, c'est les produits alimentaires, c'est la vie, c'est ça. Et en fait, l'idée, quand on est entrepreneur, on a une idée à la seconde, quoi. Enfin, je ne sais pas si c'est votre cas, mais ça n'arrête pas et des fois on me dit stop, arrêtez-vous. Et donc peu importe, et je pense qu'il faut oser, même si une idée marche, il faut
ou ne marche pas. Il faut oser tenter, elle ne marche pas et aller une autre. Et en fait, c'est ça. Et donc l'idée était de... Enfin pour moi, l'idée était de vendre la Tunisie. Parce qu'en fait, je faisais mes études à l'étranger. Quand je revenais en Tunisie, mes copains me demandaient plein de choses qui étaient en France. Donc je revenais avec plein de cadeaux et je ne savais jamais quoi prendre et quoi offrir. Et il n'y avait pas de belles choses. Et quand je revenais du côté français vers la Tunisie, je ramenais des valises pleines de choses. Et donc je me suis dit, essayons de mettre en valeur cette Tunisie pour la vendre, pour la proposer en mieux. Et j'ai bien entendu développé le nom de ma boîte longtemps avant de créer ma boîte. Et je cherchais quelque chose, enfin un .com qui pouvait exister, qui était simple à l'époque. Et il n'y avait pas de .com disponible, c'était devenu super difficile. Et c'est comme ça qu'est né Typique. Et je me suis dit Typix, en nous basant sur le terroir tunisien, sur les spécificités locales, on pouvait développer des produits gourmets ou des produits cosmétiques ou autres. Et en fait, de là est née l'idée de créer Typique. Bon, ça se passe aussi par des opportunités. J'ai commencé dans le gourmet parce qu'en fait, dans mon environnement, j'ai travaillé dans des entreprises avicoles, donc j'avais des contacts avec Monoprix, etc. Donc c'est vrai qu'au début, c'est l'environnement qui conditionne l'évolution. Et puis bon, voilà. Et puis après le 14 janvier, je me suis dit, bon, c'est vrai, il y a Typique, mais bon, ça peut s'arrêter. J'ai développé Twensa qui est une association d'éveil et de vigilance. Et pareil, dans tout le foisonnement d'idées, on a créé le bus citoyen qui a parcouru la Tunisie pour appeler au vote. On a créé un concept de café citoyen. Et tout ça, c'est des idées en fait qui tombent. Et c'est aussi des projets. Et c'est aussi de la création d'emplois et enfin, c'est une association, mais c'est toujours la même énergie et le même fonctionnement. C'est de l'entrepreneuriat, mais c'est absolument social, tout à fait, exactement. Salim, de l'idée, la concrétisation, qu'est-ce qui se passe En fait, est-ce que vous avez essayé de contacter des gens? Comment ça s'est passé réellement pour passer à la réalisation du projet? Bon, moi j'ai eu la chance en fait, comme je savais que je voulais développer mon entreprise, après mon école d'ingénieur, j'ai fait une école de gestion, donc gestion d'entreprise. Donc business plan, j'avais eu des notions et en fait quand on fait son entreprise, le business plan est permanent. Il nous suit tout le temps, il est tout le temps là, d'année en année, perpétuel, en perpétuel changement, évolution. Bon, après, on commence à savoir ne plus l'utiliser ou ne plus en avoir. Mais le business plan était vraiment permanent. Après, bon, on fait une formation supplémentaire pour avoir une meilleure connaissance, mais effectivement, l'outil, les chiffres sont là et il faut que ça passe. Et donc, on jongle entre la rentabilité du projet, les investissements, et c'est en permanence. Quels sont les moments clés de la création d'entreprise? Est-ce que l'environnement administratif, est-ce que c'est les banques, est-ce que c'est le recrutement, la mise en place de... Quels sont les moments clés où on trouve que c'est difficile, on n'y arrive pas et après on trouve des solutions? Moi je pense que je suis arrivée en tant qu'entrepreneur à un moment où c'était très difficile en Tunisie. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se disait n'était pas ce qui était appliqué. C'est resté longtemps comme ça. Il y a eu des mécanismes qui ont fait que ça a évolué, mais je vous donne un des exemples les plus frappants. Effectivement, le business plan, le présenter à des banquiers qui ne savent même pas le lire à une époque, qui ne savaient même pas... je dis typique.com, le site existe, les produits existent, parce que j'avais pris de l'avance. Comment on crée Typique, ils ne savaient même pas. Enfin, c'est assez difficile, surtout quand on a des compétences et qu'on les a acquis. Je crois qu'une femme, celle-là, que ça va m'apprendre. Et en fait, ça a été toujours rémanent. Et donc, les mécanismes de fonctionnement et de financement sont les plus difficiles à apprécier, parce qu'en fait, j'étais arrivée à une époque où le discours était tout à fait différent et je ne voulais pas m'appuyer sur mes parents, parce que mes parents étaient entrepreneurs, etc. Mais je voulais ni leur financement, ni rien, je voulais avancer toute seule. Et je ne voulais pas de garantie. Donc j'ai cherché mes financements et on me parlait de faux produits, de faux NAPRA, etc. qui étaient des financements sans garantie bancaire. Et je me suis rendu compte qu'en fait c'était totalement faux. C'était des financements qui nécessitaient des garanties bancaires. 5 ans, 6 ans après, les financements nécessitent encore des garanties bancaires.
Pour meilleur exemple, et ça c'est très symptomatique, on m'avait demandé une garantie réelle. Donc j'avais donné un bien, bien sûr, mes parents, parce que moi, jeune entrepreneur, j'avais pas de bien. Donc en garantie, un bien qui... Il n'y avait aucune commune mesure entre la valeur du bien et... Bon, soit. Et il y a un an, donc 5 ans après, alors que je suis bon payeur, bon remboursement, je leur ai dit, j'ai besoin de libérer le bien. Lâchez-moi, lâchez, voilà, donnez, non, pas main levée, mais j'avais besoin de récupérer la main levée sur le bien. Et la garantie, il ne restait plus que le fonds de l'État que je devais rembourser. Ils m'ont dit non, on a besoin encore d'une garantie. Ça, c'était l'an dernier. Hein. Changer de banquier. Alors, C'est pas possible. figurez-vous, qu'est-ce que j'ai fait? D'accord, je vous donne la garantie réelle en argent, vous le mettez en compte bloqué. Et elle est en compte bloqué. L'argent... Je vous finance, moi. C'est quoi votre banque, monsieur? Non, une SICAR. Ah, c'est SICAR. Mais bon, C'est pas loin, c'était hein, pas... banque SICAR, hein. Vous êtes le seul qui finançait sans garantie. Non, le fait est là. Depuis longtemps. D'abord, Garantie Sotugar. il y a pas de Sotugar, vous parlez de la Sotugar? Non, la SICAR ne prend pas de garantie. Non, la SICAR, le modèle SICAR, mais moi je vous parle des des... SICAR en des garanties. Non. Je vous parle du modèle... Là, je ne fais pas appel à une SICAR. Donc là, c'est vraiment les crédits de... Enfin, l'État a mis en place des lignes de crédit qui sont le faux produit FONAPRA et où il y a des garanties. Et jusqu'à ce jour, mon argent est bloqué en liquide. Et si je veux que ça serve à cette direction, c'est un leurre. Et c'est un leurre qui est... Hein? Tu peux les attaquer devant le tribunal administratif. D'accord. Parce qu'un entrepreneur a du temps à perdre. Donc je donnerai, parce que maintenant il y a plein d'ONG qui... Céline, on va encore discuter tout à Donc l'heure, le financement, voilà. l'embauche aussi est très difficile parce qu'en fait on se rend compte que nos référents européens ou étrangers étaient partis sur de l'efficacité au travail et en fait on se rend compte que les diplômes tunisiens, il faut 3 fois plus de personnes pour faire le même boulot. Donc au début, on n'arrive pas vraiment à évaluer les besoins. Et puis les encouragements à l'investissement en tant que petite entreprise. En fait, la Tunisie résonne en secteur. On encourage les secteurs. Si ce n'est pas un secteur bien défini, ou s'il balaye 2 ou 3 secteurs, ça ne marche pas. C'est-à-dire, le code d'investissement est super mal fait. Enfin, était super mal fait. À Beaufort, il y en a... Donc ça, il faut le repenser. Quelle activité, où suis-je? J'ai mis des mois pour savoir dans quel secteur j'étais. L'API ne te dit, il n'y a pas. Je multisectoriel ou quel avantage? Je suis une petite entreprise, donc encouragez-les au titre de petite entreprise. Donc voilà. Super. Bon, il faut avoir un mari financier, ça arrange les choses. Alors les filles, il faut avoir un mari financier. Il y a déjà quelqu'un ici. Et je ne sais pas s'il est marié.